Anatomie fonctionnelle de la moelle épinière. Systématisation de la moelle épinière. Nous avons étudié dans la leçon précédente morphologie de la moelle épinière, configuration externe, interne, rapport et vascularisation. On peut retrouver dans la moelle 31 segments ou myélomères. De chaque côté d'un myélomère part latéralement un nerf rachidien, chaque nerf étant formé par la réunion d'une racine postérieure et d'une racine antérieure. Sur une coupe horizontale de la moelle, on reconnaît deux zones nettement séparées, la substance grise et la substance blanche. À l'intérieur de la substance grise, on connaît assez bien la répartition des différentes cellules motrices et sensitives. Schématiquement, on trouve, dans la corne antérieure, tête, partie antérieure, cellules transportant la motricité volontaire des muscles striés, somatomotricité, base, partie juxta-épendymère, cellules transportant la motricité involontaire des muscles lisses, viscéromotricité. Dans la corne postérieure, tête, cellules transportant la sensibilité extéroceptive, c'est-à-dire tactile, douloureuse et thermique, des téguments. Col, cellules transportant la sensibilité profonde ou proprioceptive, c'est-à-dire des os, articulations et muscles. Base, cellules transportant la sensibilité interoceptive, c'est-à-dire celle des viscères. Ainsi, autour de l'épendyme sont groupées les cellules de la motricité et de la sensibilité viscérale, c'est-à-dire du système nerveux végétatif. Celui-ci, réparti en éléments sympathiques et parasympathiques, suit des voies complexes utilisant les nerfs crâniens et rachidiens, et aussi la chaîne sympathique paravertébrale et ses branches. Le fonctionnement de la moelle peut se faire de trois façons. Chaque myélomère peut fonctionner isolément. C'est la moelle segmentaire. Un groupe plus ou moins complexe de myélomères peut fonctionner ensemble par le jeu de neurones d'association. C'est la moelle intersegmentaire. Enfin, la moelle peut fonctionner comme un tout, interposé entre la périphérie et les formations nerveuses sous-jacentes qui, chez l'homme, la tiennent sous son étroite dépendance. La moelle est alors seulement un lieu de transit. La moelle segmentaire. Le type de fonctionnement le plus simple est ce que l'on appelle l'arc réflexe. Il comprend un neurone sensitif, dont les dendrites partent des téguments, dont le corps cellulaire siège dans le ganglion spinal, situé sur la racine postérieure, et dont l'axone pénètre dans la moelle par la racine postérieure, traverse la corne postérieure de la substance grise pour aller se mettre en relation avec un neurone moteur. Celui-ci a ses dendrites et son corps cellulaire dans la corne antérieure et envoie son axone par la racine antérieure vers le muscle strié périphérique auquel il commande une réponse motrice. Ce réflexe est à deux neurones, réflexe bineuronal. Parfois, un neurone intermédiaire est situé entre les deux, réflexe trineuronal. Ce mode de fonctionnement est certainement très peu utile au cours de la vie courante, dont la plupart des actes sont plus complexes. Cependant, il est utile à connaître en pathologie, car on a pu dresser une carte des différents réflexes provoqués, dont on connaît le trajet assez exactement. On sait par exemple que le réflexe rotulien passe par les deuxième et troisième myélomères lombaires et les racines correspondantes, que le réflexe achilléen passe par le premier myélomère sacré. On peut ainsi, par l'exploration clinique, localiser un processus pathologique. B. La moelle intersegmentaire. Chaque myélomère est relié au myélomère voisin, et même aux myélomères plus éloignés par des neurones d'association groupés en faisceaux d'association. Un certain nombre d'entre eux sont très courts et restent dans la substance grise, reliant des neurones très voisins. Ils sont donc noyés dans la substance grise et non identifiables. D'autres, au contraire, mettent en relation des neurones plus éloignés les uns des autres et sortent de la substance grise. Parmi eux, on distingue
Des neurones reliant des myélomères assez voisins. Ils sont tassés à la périphérie de la substance grise, formant le faisceau fondamental. Des neurones reliant des myélomères plus éloignés. Ils siègent dans le cordon postérieur de la substance blanche. Les uns ont une direction ascendante. Ils forment un faisceau appliqué à la partie postérieure de la substance grise, la zone cornu-commissurale de Pierre-Marie. Les autres ont une direction descendante, groupés en un faisceau dont l'emplacement varie suivant le niveau considéré. Dans la moelle cervico-dorsale, le faisceau en virgule de Schultz. Dans la moelle dorsale inférieure, la bandelette périphérique de Hoche. Dans la moelle lombaire, le centre ovale de Flechsig. Dans la moelle sacrée, le faisceau triangulaire de Gombauld et Philippe. Par le jeu de ces différents neurones d'association, un certain nombre de circuits multineuronaux sont possibles. Ils mettent toujours en jeu un influx sensitif médulipète et un influx moteur médulifuge, mais ils n'entraînent qu'une activité très rudimentaire et n'ont donc dans la vie courante qu'une importance modérée. C. La moelle, lieu de transit. Physiologiquement, dans les activités de la vie de relation, la moelle n'est qu'un intermédiaire entre la périphérie et les centres nerveux supérieurs. Dans la moelle, on trouve ainsi un certain nombre de faisceaux, dont les uns transportent des influx ascendants sensitifs et les autres des influx moteurs descendants. 1. Les voies ascendantes ou sensitives. Différents types de sensibilité doivent être distingués. Sensibilité extéroceptive ou cutanée. Elle est, bien sûr, consciente. Elle a son point de départ dans les corpuscules sensoriels de la peau, dont les différents types correspondent à une spécialisation précise. Sensibilité au chaud, au froid, à la douleur, etc. Ces corpuscules sont en rapport avec des dendrites d'un premier neurone, protoneurone, dont le corps cellulaire siège dans le ganglion spinal de la racine postérieure. Il s'agit d'un neurone en T, c'est-à-dire que dendrites et axones parviennent au corps cellulaire par le même pôle. Les axones auront une destinée différente. Sensibilité thermo-algésique. L'axone parvient à la tête de la corne postérieure où il se met en relation avec un deuxième neurone, deutoneurone, dont les dendrites et le corps cellulaire siègent dans cette tête de la corne postérieure. Son axone traverse la ligne médiane dans la substance grise périépendymaire et parvient dans le cordon latéral à proximité de la corne antérieure. Là, l'axone se dirige verticalement de bas en haut en direction des centres supérieurs. L'ensemble de ces axones forme le faisceau spinothalamique dorsal ou postérieur. Sensibilité tactile grossière ou protopathique. Les voies sont assez semblables, mais les axones du deuxième neurone vont former un faisceau situé en avant du précédent, toujours à proximité de la corne antérieure, le faisceau spinothalamique ventral ou antérieur. L'ensemble des deux faisceaux spinothalamiques ventral et dorsal constitue ce que l'on appelle le faisceau en croissant de Dejerine. Sensibilité tactile fine ou épicritique. Elle passe par des voies plus mal connues. Il semble bien cependant qu'elle emprunte le cordon postérieur, faisceau de Goll et Burdache. En tout cas, elle ne croise pas la ligne médiane dans la substance grise périépendymaire, ce qui explique que lorsque cette dernière est atteinte de dégénérescence, au cours de la maladie appelée syringomyélie, la sensibilité tactile épicritique persiste, alors que les autres sensibilités extéroceptives sont supprimées. C'est la dissociation syringomyélique. Le malade qui perçoit encore des sensations tactiles ne perçoit plus les sensations au chaud et au froid, pouvant, par exemple, se faire une brûlure importante sans s'en rendre compte. Sensibilité proprioceptive ou profonde. Elle peut être consciente et inconsciente. Sensibilité proprioceptive consciente. Le premier neurone a ses dendrites dans les os, les articulations ou les muscles, et son corps cellulaire dans le ganglion spinal,
mais l'axone ne passe pas par la corne postérieure. Il pénètre dans le cordon postérieur du même côté, et de là, monte verticalement vers les centres sous-jacents. Au fur et à mesure que les axones arrivent dans le cordon postérieur, ils refoulent vers la ligne médiane ceux qui ont pénétré plus bas. Ainsi, les fibres d'origine cervicale sont les plus externes, les fibres d'origine sacrée les plus internes, loi de Kähler. Sur la face postérieure de la moelle, un sillon longitudinal semble séparer ce cordon postérieur en deux portions. La portion interne s'appelle faisceau de Goll. La portion externe s'appelle faisceau de Burdach. Mais il s'agit en fait d'un seul et même faisceau. Sensibilité proprioceptive inconsciente. Elle transmet au centre supérieur, essentiellement à des centres cérébelleux, les renseignements sur la position des différents segments de membres, permettant à ces centres d'envoyer des influx correcteurs pour toute variation de cette position. Elle est donc à la base de la régulation du tonus musculaire et de la statique. Le protoneurone a son corps cellulaire dans le ganglion spinal, son axone se termine dans la partie moyenne de la corne postérieure. Là se trouvent les dendrites et le corps cellulaire du deuxième neurone. Pour les membres inférieurs et le tronc, ils sont situés dans un noyau appelé colonne de Clark. L'axone traverse ensuite la substance grise pour aller former dans la partie postérieure du cordon latéral du même côté le faisceau spino-cérébelleux direct de Flechsig. Pour les membres supérieurs, ils sont situés dans le noyau de Bechterew, toujours dans la partie moyenne de la corne postérieure. L'axone croise alors la ligne médiane dans la substance grise périépandymère et gagne la partie antérieure du cordon latéral opposé, formant le faisceau spino-cérébelleux croisé de Gower. Ces axones iront se terminer dans le cervelet où se trouve le troisième neurone. 2. Les voies descendantes ou motrices. Les unes transportent les influx volontaires venant de la circonvolution frontale ascendante du cerveau. Les autres transportent les influx involontaires, nés de différents centres nerveux sous-corticaux. Voies de la motricité volontaire ou pyramidale. Elles naissent des grandes cellules pyramidales de la frontale ascendante. Leurs axones se groupent à la partie haute de la moelle en deux contingents. Les uns ayant croisé la ligne médiane dans le bulbe forment le faisceau pyramidal croisé. Les autres, étant restés homolatéraux, forment le faisceau pyramidal direct. Le faisceau pyramidal croisé, contingent le plus implorant, descend dans la partie moyenne du cordon latéral. À chaque myélomère, des axones pénètrent et se terminent dans la corne antérieure du même côté, où se trouvent les dendrites et le corps cellulaire du deuxième neurone. L'axone de ce deutoneurone quitte alors la moelle par la racine antérieure pour gagner le muscle strié correspondant. Le faisceau pyramidal direct descend dans la partie la plus interne du cordon antérieur. Des axones le quittent à chaque étage, traversent la ligne médiane pour se terminer dans la corne antérieure opposée. Là, le deuxième neurone est identique au précédent. Ainsi, toutes les voies démotrices volontaires sont croisées, soit dans le bulbe, soit dans la moelle. À une lésion de la frontale ascendante d'un côté, correspond une paralysie de l'autre côté, hémiplégie. Voies de la motricité involontaire ou extrapyramidale. Elles n'obéissent pas à la volonté, mais transportent des influx venant d'un certain nombre de petits noyaux étagés le long du système nerveux central. Ces centres reçoivent de la périphérie des influx sensitifs. Ils envoient des influx moteurs correcteurs, et ainsi est réglée toute l'activité motrice automatique, physiologique, très importante. On trouve ainsi dans la moelle le faisceau rubrospinal, venant du noyau rouge, et situé dans le cordon latéral en avant du pyramidal croisé, le faisceau olivospinal, venant de l'olive bulbaire, et situé dans le cordon antérieur. Les faisceaux réticulospinaux, l'un dorsal dans le cordon latéral, l'autre ventral dans le cordon antérieur, venant des formations réticulées, du tronc cérébral. Les faisceaux tectospinaux, dorsal et ventral, voisins des précédents, venant des tubercules quadrijumeaux. Les faisceaux vestibulospinaux,
dorsale et ventrale, situées dans le cordon antérolatéral, venant des noyaux vestibulaires. À chaque myélomère, les axones de ces faisceaux sont en relation avec une cellule motrice de la corne antérieure, comme les voies de la motricité volontaire. Ainsi, les cellules de la corne antérieure de la moelle forment le deuxième neurone de toutes les voies motrices pyramidales ou extrapyramidales. C'est la voie finale commune de Sherrington.